Le président turc Recep Tayyip Erdogan a repris les choses en main ce samedi après une tentative de putsch sanglante de militaires rebelles à laquelle se sont opposés les forces loyalistes et des dizaines de milliers de personnes descendues dans les rues du pays. Il y a eu des morts et des blessés. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. Le chef de l'État ivoirien est arrivé hier, vendredi après-midi, dans ce pays. Le ministre Patrick Achi, ministre des Infrastructures économiques, était face aux députés hier vendredi. Il est allé répondre aux préoccupations des parlementaires sur les questions relatives à la dégradation du réseau routier en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le président turc Recep Tayyip Erdogan a repris les choses en main ce samedi après une tentative de putsch sanglante de militaires rebelles à laquelle se sont opposés les forces loyalistes et des dizaines de milliers de personnes descendues dans les rues du pays. Les affrontements avec avions de chasse et chars ont donné lieu à des scènes de violence inédites à Ankara et à Istanbul depuis des décennies. Ils ont fait plusieurs morts et des blessés. Les forces de sécurité turques ont arrêté 1563 militaires rebelles. Alexis Ouedraogo. La nuit a été longue à Istanbul et Ankara en Turquie. Un coup d'État manqué qui a fait au moins 90 morts et des milliers de blessés. Aux heures chaudes, un geste simple de Recep Tayyip Erdogan fait pencher la balance. Un coup de fil à la rédaction de CNN Turquie via l'application FaceTime qui permet de se filmer lors d'une conversation. Une technique qui permet à la population turque de se rendre compte que le président est vivant et en capacité d'exercer le pouvoir. Grâce à cet appel à la chaîne de télévision, Tayyip Erdogan réussit à faire descendre des milliers de ses partisans dans les rues d'Ankara et d'Istanbul, centre névralgique du putsch raté. Il leur demande de résister. Des milliers de Turcs répondent et envahissent les rues, s'opposant ainsi en rempart face aux putschistes. Ils refusent un régime militaire. Quelques heures plus tard, Erdogan atterrit en triomphateur à l'aéroport international d'Istanbul. Le président accuse les partisans de son adversaire exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen, d'être derrière ces tentatives de putsch qualifiées de trahison. Une accusation que ce dernier dément fermement. Pour l'heure, près de 1500 militaires ont été arrêtés et selon le Premier ministre turc, un général ayant fomenté le putsch tué, avec lui près de 104 putschistes. Et pour être plus précis, sachez que cette tentative de coup d'État en Turquie a fait pour l'heure 161 morts et plus de 1100 blessés. Les parlementaires turcs se réunissent en urgence ce samedi. Et puis, la France entame ce samedi 3 jours de deuil national après l'attentat de Nice qui a fait au moins 84 morts, dont 10 enfants tués par un Tunisien, Mohamed Bouled. Un conseil restreint de sécurité et de défense est prévu aujourd'hui à l'Élysée. Rappelons que cet attentat est revendiqué par l'organisation État islamique. Et tout à fait autre chose, sachez que la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est un sommet qui aborde plusieurs questions, notamment la question du genre. C'est ouvert ce samedi à Kigali, la capitale rwandaise. Et le président de la République, Alassane Ouattara, prend justement part à cette 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef de l'État ivoirien est arrivé hier vendredi après-midi au Rwanda. Juste après son arrivée, il a été reçu par le président rwandais Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont échangé sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda et également sur les problèmes qui minent le continent africain, les voies et moyens pour permettre au continent africain de poursuivre son processus de développement. Jérôme Kofi Aboulé, notre envoyé spécial au Rwanda, avec lui, nous allons suivre l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Kigali, au Rwanda.
Sur le tarmac de l'aéroport international de Kigali, l'avion présidentiel le transportant en provenance d'Abidjan s'immobilise aux environs de 18h, heure locale, ce vendredi. À sa descente de l'appareil, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Après quoi, il se prête aux questions des journalistes à l'occasion d'une courte pause, le temps pour lui de dire un mot sur l'objet de son séjour dans la capitale rwandaise, à savoir la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet très important pour le président Alassane Ouattara, qui ne manque pas d'exprimer sa joie d'être à Kigali. Je suis heureux de venir voir mon ami, mon frère, le président Paul Kagame, et je salue le peuple rwandais, et je voudrais d'ores et déjà dire combien ma délégation est heureuse d'être là. Nous avons été informés de toutes les marques d'attention dont ils ont été l'objet depuis les délégations d'experts, de ministres qui sont arrivés. Ce sommet est un sommet important, c'est le sommet de mi-année. Nous avons des dossiers importants pour le continent africain. Nous arrivons bien sûr avec la détermination de faire avancer les choses et nous sommes sûrs qu'avec le leadership du président Kagame, ce sommet sera une grande réussite pour le continent. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, la décision du sommet de faire un focus sur les droits des femmes est une bonne initiative qui cadre avec la politique du genre qu'il prône en Côte d'Ivoire. Nous avons fait des progrès importants. Nous sommes allés très loin depuis 4 années et notre volonté c'est d'aller encore plus vite et plus loin. La question du genre, les droits des femmes, la protection des femmes, la promotion des femmes sont des éléments essentiels de notre politique en Côte d'Ivoire. Dès samedi, le président Alassane Ouattara aborde une journée très chargée, marquée par des rencontres avec des personnalités de haut rang. Il s'agit des présidents égyptiens, guinéens, bissau-guinéens, rwandais, le président Paul Kagame, l'hôte du 27e sommet de l'Union africaine. Et justement, nous aurons l'occasion de suivre d'autres reportages de notre envoyé spécial Jérôme Kofi Abolin à Kigali, au Rwanda. Revenons en Côte d'Ivoire, où le ministre Patrick Achi, ministre des Infrastructures économiques, était face aux députés. Hier, vendredi, il est allé répondre aux préoccupations des parlementaires sur les questions relatives à la dégradation du réseau routier en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Question orale. C'est un exercice qui permet aux députés d'interroger des ministres du gouvernement dans leur domaine de compétences sur des questions d'intérêt public. Au cœur des débats de ce jour, la dégradation des infrastructures routières. L'initiative est de l'honorable Sangaré Yacouba, qui est le premier à mettre les pieds dans le plat. Le constat reste le même. La durée de vie de ces voies est très courte, car à peine les usagers les utilisent qu'elles sont dégradées. D'autres députés lui emboîtent le pas. Plutôt que de s'atteler à la réparation des routes dès l'apparition des nids de poules, les structures en charge de la gestion des routes attendent qu'elles se dégradent complètement, comme c'est le cas dans la commune de Koumassi, où la population éprouve d'énormes difficultés pour se rendre au travail. Le ministre Patrick Achi l'admet, le mal des routes ivoiriennes est profond. La quasi-totalité des routes que vous connaissez ici, que vous connaissez tous, elles n'ont pas été construites dans les 20 dernières années. Si on considère que l'âge moyen, comme je dis, d'une route qu'on construit ici, c'est 15-20 ans, toutes les routes sur lesquelles vous circulez, c'est terminé. On est, nous, dans un constat, et maintenant, il faut éteindre le feu. C'est bien ce qu'on est en train de faire. Éteindre le feu en colmatant les brèches. Toutefois, le ministre Patrick Achi rassure, le gouvernement est à la tâche depuis 2011 pour remettre le réseau routier ivoirien à niveau. En 3 ans, on a investi en moyenne 190 milliards par an, ce qui n'a pas été fait pendant les 30 ans précédents où on n'a pas investi plus de 10 milliards par an sur notre réseau. Ça a permis à ce réseau d'être maintenu. Nous sommes encore en train de chercher des ressources pour faire des traitements curatifs, quand on a fait pour l'instant à certains endroits des traitements palliatifs. Le réseau routier ivoirien aura dans quelques années fière allure, selon Patrick Achi. Toutefois, il relève que d'ici là, les questions liées à l'assainissement et au drainage des eaux de ruissellement, véritables ennemis de la route, doivent être réglées.
Parlons maintenant du sens de la Constitution, un acte de souveraineté dans un État démocratique. La Constitution semble être peu connue des Ivoiriens. Et pour savoir ce que c'est qu'une Constitution, notre reporter Sidonie Ouaka Davila a rencontré un expert. Voici son reportage. La Constitution, c'est une sorte d'organisation mise en place pour gérer un certain nombre de problèmes qui concernent un domaine particulier. Normes des normes, mère de la loi ou encore loi fondamentale. Comme on peut le constater, la notion de constitution n'est pas la chose la mieux partagée. Même quand on sait de quoi est-ce qu'il s'agit, la définition claire et précise du mot reste une toute autre chose. C'est les règles on peut dire la loi de différents citoyens d'un pays, ou bien. C'est la loi suprême qui prévaut dans un pays et qui, en elle, est constituée de plusieurs lois auxquelles les habitants et les citoyens du pays doivent se conformer strictement, surtout parce qu'elle est la loi fondamentale qui constitue le socle d'un pays. La Constitution, ce sont des textes écrits qui régissent un état de droit. Longtemps de nature coutumière, la Constitution tire son origine dans les révolutions de 1776 et 1789. Le constitutionnalisme moderne apparaît avec l'idée de substituer aux coutumes existantes, souvent vagues, des constitutions écrites pour limiter la monarchie. La Constitution, c'est la loi qui fonde l'État, qui crée l'État, parce qu'un État ne peut exister que par une Constitution. Un État ne peut être gouverné que sur la base des règles préétablies, sur la base d'une Constitution. La Constitution est aussi la loi suprême de l'État. Ça veut dire qu'au sein d'un État, au-dessus de la Constitution, il n'y a aucune autre norme. Le professeur Sébastien Yedolat, directeur du laboratoire des études constitutionnelles, administratives et politiques, ne s'arrête pas à la seule définition du thème. Il en donne même l'intérêt et le sens pour un État. La Constitution dans un État a d'abord un intérêt social. La Constitution montre que nous tous, nous constituons une même entité, une même nation et que nous tous nous appartenons à la même communauté. La Constitution a une fonction politique parce que c'est la Constitution qui consacre la légitimité de nos gouvernants. La Constitution n'a d'intérêt que si ceux qui établissent cette Constitution ont une culture constitutionnelle. Donc il faut qu'il y ait un consensus autour de la Constitution. C'est ce qui fait en sorte que la Constitution assure plus efficacement sa fonction aussi bien sociale que politique. En Côte d'Ivoire, la première constitution fut adoptée le 26 mars 1959. Elle fut remplacée le 3 novembre 1960 par une deuxième constitution après l'accession du pays à l'indépendance le 7 août 1960. Et le reportage de Sidonie Ouaka Davila était commenté par Thomas Guessambi. Le Centre international pour le développement du droit CIDD vient d'ouvrir un institut de sciences politiques. Objectif, favoriser l'éclosion d'une génération d'hommes et de femmes formés à la connaissance de l'activité politique et capables de conseiller et d'orienter les hommes politiques et les décideurs. Venance Maniamien. L'Institut des sciences politiques qui vient d'ouvrir ses portes se veut un cadre de partage des connaissances, des informations, mais surtout des analyses les plus pertinentes sur les questions qui ont trait à la science politique et à l'actualité politique. En mettant en place une telle structure, le Centre international pour le développement du droit CIDD veut contribuer à l'éducation des populations pour une meilleure compréhension des questions politiques. Tout le monde sait l'importance de l'activité politique sur la vie des nations et la vie des personnes. Mais ce que les gens savent moins, c'est que la politique, c'est aussi une science. Nous allons mettre en place un diplôme, un master de sciences politiques pour commencer déjà à préparer une nouvelle génération imprégnée des idées et des principes de la science politique. Nous allons sortir une revue de sciences politiques qui va sortir 2 fois par an. Pour le lancement des activités, une conférence inaugurale devant un parterre d'invités
parmi lesquels des éminents professeurs de droit, des juristes et des hommes politiques. Le président du Centre international pour le développement du droit a prononcé une conférence sur le thème « Politique et éthique dans une société démocratique ». Ce qu'on doit retenir, c'est que les principes éthiques sont à la base de l'institution de la démocratie. François Comouin souligne que de grands colloques seront organisés chaque année pour permettre aux populations et aux experts en sciences politiques d'échanger sur les questions d'actualité. Autre information, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Yao, a offert des cadeaux aux enfants de l'orphelinat Garçons de Bingeville. Elle veut ainsi leur permettre de passer de belles vacances scolaires. Et c'était en présence de notre reporter Éric Goré. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, en compagnie des enfants de l'orphelinat de Garçons de Bingeville, Euphrasie Yao, est venue passer du temps avec ses enfants et échanger avec eux. Une occasion pour elle de découvrir leur talent artistique. Ces enfants qui pour la plupart sont des orphelins de père et de mère, nous nous sommes dit que la plus grande chose que nous pouvons leur donner, c'est notre présence qui signifie l'amour. On ne peut pas le faire à distance. Et j'ai tenu à être présente et surtout à dire merci à tous ces donateurs, à tous ces femmes et ces hommes qui ont décidé de donner de leur amour à ces enfants. Pour permettre à ces enfants de passer de bonnes vacances, la ministre leur a remis des présents, de quoi les réjouir. Je remercie Madame la ministre pour ce cadeau qu'elle m'a donné. Ça, ce n'est pas la première fois qu'elle me donne des cadeaux. Que Dieu la bénisse. L'orphelinat de Garçons de Bingeville est un établissement public à caractère social. Sa mission est d'assurer la protection, le bien-être et l'instruction des enfants. Il assure également la prise en charge éducative, psychosociale, sanitaire, nutritionnelle et sociale. Et pour ceux qui sont en classe de terminale par rapport aux élèves, les vacances seront plus belles assurément après les résultats du baccalauréat avec les épreuves écrites qui ont pris fin hier vendredi ici en Côte d'Ivoire. Restons dans le domaine éducatif où le mérite scolaire des élèves d'Akoupé a reconnu. Un hommage a été rendu aux élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats au CEPE à l'entrée en 6e session 2016. Vénance Emmagnamia. Toute la communauté éducative de la circonscription de l'enseignement primaire d'Akoupé est restée mobilisée l'année durant autour du programme École obligatoire pour tous. Un engagement qui aura servi cette année 2016 a produit de bons résultats scolaires. Plus de 2000 écoliers supplémentaires inscrits au CEPE1 pour 80,78% d'admis au CEPE et à l'entrée en 6e. Des résultats scolaires qui, selon Kone Fatoumata, inspecteur de l'enseignement primaire d'Akoupé, mérite la journée d'hommage aux élèves et aux enseignants. Journée organisée cette année à Aféry autour du thème « Tous ensemble pour une scolarité obligatoire et une école de qualité ». Pour cette journée d'hommage, les femmes écolières comme institutrices étaient en avant-garde et à l'honneur. Elles ont pratiquement occupé tous les premiers postes d'excellence de l'IEP. Meilleurs résultats scolaires et jeux scéniques, meilleures prestations artistiques et sportives. Tout était réuni pour faire dire au parrain Broubrou Filbert que la femme est l'excellent de cette journée du mérite de l'inspection de l'enseignement primaire d'Akoupé. La palme d'or du côté des hommes a été remportée par l'instituteur, écrivain et poète Angoran Barnabé qui, en sa qualité d'invité littéraire, a présenté avec éloquence son livre sur Nelson Mandela intitulé « Le Mati de Madimba ». La chefferie traditionnelle, les partenaires de l'école, les autorités politiques et administratives de la région ont honoré de leur présence cette cérémonie. L'Association internationale culturelle des amateurs et défenseurs des genres littéraires dans le monde en tournée dans les villes de la Côte d'Ivoire. Une conférence autour du thème « Genres littéraires oraux et culture dans le monde moderne » a été organisée à l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Maria Koubi, Abdul Kader Segodogo, RTI Bouaké. Promouvoir l'oralité en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de l'Association internationale culturelle des amateurs et défenseurs des genres littéraires dans le monde ADADGOM. À travers une conférence autour du thème « Genres littéraires oraux et culture dans le monde moderne », les étudiants de l'université Alassane Ouattara ont été instruits sur les valeurs culturelles de notre continent.
À tour de rôle, 4 conférenciers ont exposé sur les principaux genres littéraires oraux que sont le proverbe, la chanson, le conte et l'épopée. À en croire le président de l'ADADGOM, cette conférence vise à montrer que les genres littéraires oraux ont une valeur culturelle et pédagogique. Le sens de la cérémonie, c'est de montrer que les genres oraux littéraires, comme le conte, le proverbe, l'épopée, la chanson, ont tout à fait une valeur culturelle. Dans les contes, il y a bien l'aspect pédagogique qui peut servir à l'éducation aujourd'hui. Et donc nous voulons montrer aux étudiants que tout en ayant certainement la tête dans la modernité, la première chose qui compte, c'est d'avoir les pieds bien plantés dans sa propre culture. Créée en 2009, l'Association internationale culturelle des amateurs et défenseurs des genres littéraires dans le monde est à sa 4e conférence en Côte d'Ivoire, après celle d'Abidjan et de Toumoudi. La ville de Boisflé a abrité jeudi dernier la 26e journée mondiale de la protection civile. Il y a eu des exposés et des projections de films et des échanges entre populations et les spécialistes des questions de la protection civile. Charles Tatou, RTI Boaké. Le gouvernement ivoirien rapproche les secours des populations. Des centres de secours d'urgence avec installation des pompiers civils s'ouvrent dans toutes les régions du pays. Celui de la Maraoué a commencé à rayonner grâce au concours des collectivités locales. Nous avons pu loger les sapeurs-pompiers civils qui nous ont été affectés au nombre de 45. Les jeunes qui sont arrivés sont très compétents parce qu'en si peu de temps, les résultats qu'ils ont pu récolter sont assez satisfaisants. Le civisme et l'activisme des autorités locales ont milité en faveur du choix de Boisflé, chef-lieu de région de la Maraoué, pour la célébration de la 26e journée mondiale de la protection civile. Le directeur général de l'Office national de la protection civile réaffirme la décision de sa structure d'intégrer désormais les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la prévention des catastrophes. 30 centres de secours ont été créés par M. le ministre d'État de l'Intérieur l'année dernière. Et Boisflé est la 2e ville qui nous a offert un siège. L'utilisation des drones, l'utilisation des bulletins météo. Par ces mécanismes, les décideurs sont informés et les populations sont mieux protégées. Des communications appuyées de projections, suivies d'échanges, ont permis aux spécialistes des questions de lutte contre les catastrophes de mieux expliquer l'efficacité des outils NTIC, notamment les émissions de bulletins météo d'alerte. Ils ont également montré le rôle joué par les drones, le GPS et les radios dans la coordination et la planification de la réponse de sécurité civile. Les infirmiers anesthésistes diplômés chez d'État étaient en congrès à Yamoussoukro. Thème de ce congrès, place de l'infirmier anesthésiste dans le système sanitaire et pratique infirmière en anesthésie et réanimation en Côte d'Ivoire. Abdulkader Segodogo, RTI Boaké. En Côte d'Ivoire, plus de 100 000 interventions chirurgicales sont réalisées chaque année. Des interventions qui ne peuvent avoir lieu sans recourir à l'anesthésie. En la matière, le rôle de l'infirmier anesthésiste est quasi primordial. Il permet aux chirurgiens d'opérer les patients en supprimant chez ces patients la douleur, en supprimant leur conscience et en supprimant les réactions internes dues à la douleur. La particularité des infirmiers anesthésistes de notre pays, c'est que, heureusement ou malheureusement, dans près de 85 à 90% des cas, ils sont seuls quelque part dans un bloc opératoire dans le pays. Réunis au sein de la Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire, SIADECI, ces agents de santé se retrouvent chaque année depuis maintenant 3 années pour améliorer leurs connaissances, des échanges d'expériences, la découverte de nouveaux protocoles et bien entendu les technologies nouvelles. Ces retrouvailles à Yamoussoukro ont vu cette année la naissance du tout premier syndicat de cette corporation, le Syndicat national des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire, SINIADECI. Un besoin qui rime avec la lutte pour de meilleures conditions de travail. Oumar Kofi en est le secrétaire général. Aujourd'hui, les membres supérieurs sont opérés sans endormir le patient, mais plutôt sous anesthésie loco-régionale appelée les blocs périphériques.
Leur réalisation nécessite beaucoup de dextérité et d'aptitude. Le bureau qui sera formé se fixe comme objectif de réunir tous les 300 infirmiers anesthésistes que compte la Côte d'Ivoire pour écrire de nouvelles pages pour ces professionnels de la santé. Le chapitre agriculture de cette édition, l'expertise de la Chine au niveau de la culture du riz est désormais développée en Côte d'Ivoire à travers son centre de coopération économique avec l'étranger du ministère chinois de l'agriculture à Guiguidou, sous-préfecture de Divo. Le dit centre a organisé un séminaire de formation en pratique au bénéfice de 22 coopératives ivoiriennes. Chacha Kwamiala. Sur un besoin en riz estimé à 1,5 million de tonnes par an, la Côte d'Ivoire n'en produit que 600 000. Près des 2 tiers restants sont importés. D'où la nécessité de développer d'autres techniques culturelles. La Chine, via son centre de coopération économique avec l'étranger du ministère de l'Agriculture, avait aidé la Côte d'Ivoire à s'autosuffire. Ce centre a initié, avec une vingtaine de coopératives ivoiriennes, une formation terrain sur 1 mois à Guiguidou, dans la préfecture de Divo. Nous avons pris l'expérience de la Chine que nous pouvons adapter à la situation ivoirienne. Nous avons compris que c'est dans les recherches qu'ils ont fait sortir un maximum et une plus de production. Ce que nous avons aussi retenu, mais nous avons su en même temps que ce sont des coûts universitaires parce que nous avons appris la fertilisation du sol. Technique de récolte, de traitement, de stockage du riz, test de sélection du riz, quelques notions piochées dans l'expérience chinoise pour augmenter les revenus des riziculteurs, surtout rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en riz. On souhaitera aussi que chez nous, ici en Côte d'Ivoire, nous ayons la grande partie, la majorité même de nos bas-fonds soient aménagés. Première céréale consommée avec 60 kg par habitant par an, la Côte d'Ivoire a importé du riz pour 250 milliards de francs CFA en 2015, soit le quart de ses achats de produits alimentaires de base. Le pays autosuffisant, c'est plutôt bon pour la santé de notre économie. Le Centre national de recherche agronomique CNRA a mis en place un dispositif de veille sanitaire et du verger véhicule ivoirien au cours d'un atelier à Agboville. Il permettra de déceler en temps réel un danger qui menacerait l'agriculture en Côte d'Ivoire. Honorine Kakoubla, Anigori, regardez. Il s'agit d'asseoir un dispositif de veille qui va permettre au Centre national de recherche agronomique CNRA de prévenir tout risque de nuisance à l'agriculture. Ce dispositif de veille, mis sur pied à Agboville, a pour objectif d'identifier les bioagresseurs et de préciser leur impact sur les VA. Il vise également à déterminer l'incidence des paramètres agroclimatiques sur le développement des parasites et à élaborer un modèle informatique de système d'alerte phytosanitaire précoce. Une structure de veille, c'est une structure qui permet de détecter à tout temps, en tout lieu, une maladie, une attaque, et qui donc permet de donner une alerte et de réagir à temps. Pour le secrétaire général de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, il faut continuer de croire en l'agriculture malgré la baisse du prix du caoutchouc. Il faut qu'on se consomme et surtout croire à notre agriculture, croire à notre filière, faire confiance à nos chercheurs, faisons-leur confiance et nous pensons que d'ici quelques années, nous connaîtrons une agriculture meilleure. La mise au point de ce dispositif de veille est le fruit d'un partenariat entre le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, l'Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire et les sociétés agro-industrielles et véhicoles. Sa durée est de 3 ans. Dans la région du Kabadougou, les meilleurs acteurs de développement pour l'émergence viennent de recevoir le prix et c'était à la 5e édition du prix record. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Koné Souleymane, président du conseil régional du Kabadougou, Léonard Sangarézié sont les acteurs de développement local qui viennent d'être primés par une structure de la place. Dans le Kabadougou, par exemple, le conseil régional a procédé au reprofilage des routes, à la réfection de la voirie,
à l'électrification des villages, à la construction d'écoles, de maternités, de centres de santé, de pompes hydrauliques villageoises, de réhabilitation diverses, soit 111 projets réalisés sur 154. Ajoutez à cela le fonds de garantie de 100 millions de francs CFA mis à la disposition des jeunes et des femmes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans le Kabadougou. Ce sont ces atouts qui ont valu à l'équipe du conseil régional d'être honorée. Quant à Léonard Sangarésié, de la mairie de Sassandra, il a été félicité pour sa sollicitude à l'égard de toutes les couches sociales de Sassandra et pour la réfection entière de la mairie de la ville. Les initiateurs du prix ont été félicités pour leur professionnalisme et leur clairvoyance, permettant ainsi aux acteurs de développement local d'améliorer davantage les conditions de vie des populations. Et ce reportage de Thérèse Tapé-Yoboué met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.